Bonjour, mesdames et messieurs. Vous êtes à votre émission culturelle régionale, Mosaïque. Aujourd'hui, pour la saison, nous l'espérons, nous sommes au jardin de la maison Félix Leclerc. Alors aujourd'hui, comme on a la merveilleuse habitude, on reçoit quelqu'un qui est du milieu culturel, un allumé, quelqu'un de vraiment particulièrement intéressant. Alors, Patrick Richard, merci d'être avec nous. Patrick Richard qui est animateur, humoriste, auteur, je ne sais trop. Alors, c'est à toi de continuer la définition parce que je pense que tu portes beaucoup de chapeaux dans la vie. Bien, je suis père, je suis mari, je suis ami. Non. Ah, ben là, oui, OK. Si on parle de la vie professionnelle, Ouais. ça... Culturel. Okay. Culturel. Qualitatif culturel. Mais... Oui, mais la culture, c'est la famille. C'est aussi. large. Ouais, oui, c'est ça. Ouais. Mais culturellement parlant, c'est difficile de se donner un titre. Hein? Oui, c'est difficile. Mais s'il fallait en donner un, en fait, c'est peut-être un vœu. Mais je suis beaucoup dans l'écriture, beaucoup dans la vidéo, dans la radio, animation radio, tout ça. Donc, on pige, puis, mais tu sais, on dit souvent, on fait beaucoup de choses, mais dans le fond, on excelle dans très peu de choses. Mais là, qui suis-je pour dire que j'excelle dans un domaine ou un autre? Mais peut-être c'est juste l'amour qui va nous... L'amour. L'amour. C'est une bonne piste. Hein? C'est une bonne piste. Hein? Qu'est-ce qu'on aime? On finit éventuellement par exceller dans ce qu'on aime. Puis on dit souvent que qu'est-ce qu'on aimait faire comme enfant, c'est souvent ce qu'on va retrouver comme adulte, qu'on va aimer aussi. Si on peut faire un lien. Alors quoi? Là, tu vas m'apprendre que déjà tu faisais de la radio quand tu étais petit? Oui. Ouais, T'es sérieux? Ben, j'aimais beaucoup le médium de la radio étant plus jeune. Je transportais Walkman ou mini chaîne radio dessous mon oreiller pour écouter des cassettes de Ding et Dong, des parties de baseball, peu importe les parties de hockey le soir. Mais je m'enregistrais aussi sur des petits enregistreur. Tu commentais les parties de hockey? Je commentais, non seulement je commentais, mais... Ça devait être drôle. Ben, je sais pas, mais quand j'étais petit, j'avais, tu sais, des petits bâtons de hockey. Je jouais au hockey contre moi-même et je m'organisais des saisons avec des parties, puis le Canadien gagnait 80 parties. Non. Tu filmais et non? Non, je filmais pas. Je filmais dans ma tête, par contre. Okay. Il y avait les plans, tout ça. Puis... Mais ce qui arrive, c'est que je marchais, moi, pour aller à l'école et je racontais ma partie de hockey. Je me parlais. Je me parlais toute seule. Puis souvent, il y avait des gens qui marchaient avec moi, puis ils disaient « Pat, tu te parles-tu tout seul? » Non. Puis là, j'étais mal, tu sais, veut dire, t'avais l'air d'un fou. Mais c'est ça, je commentais déjà des parties de hockey très jeunes. Fait que moi, je m'alimentais beaucoup, je m'auto-alimentais finalement avec des idées, des phrases. T'es un animateur, mais t'es même un animateur pour toi-même. Toujours. En fait, je suis mon premier public. Et je ne suis pas nécessairement le meilleur public. Quand je vais écrire des trucs ou faire... C'est d'être objectif face à soi-même. Ça, il faut avouer. En fait, c'est pas que je me... tu sais, je fais souvent de l'écrit ou des vidéos ou des trucs radio que je vais faire écouter à un de mes premiers publics au-delà de moi, c'est ma femme. Puis c'est un bon filtre. Tu sais, je vais voir si je suis mainstream, comme on peut dire, si je peux atteindre un large public ou si je suis seulement dans ma tête. Parce que ça m'arrive souvent d'avoir des fous rires de fous sur des trucs que j'ai faits, mais personne rit, là. Il y a juste moi qui ris. Mais en même temps, je m'en fous parce que j'ai du plaisir à le faire. Mais c'est ça, c'est un autre... Oui, ben là, OK, c'est un autre... Ben OK, parlons de ton enfance, parlons d'où tu viens, parce que tu as déjà connu l'émission, tu sais un petit peu comment je fonctionne. Alors, j'aime ça faire une espèce de biographie culturelle de la personne que je rencontre, à savoir où es-tu né, qu'est-ce qui t'a amené où est-ce que tu es aujourd'hui? Ben, en quelques minutes, là, je suis né à Montréal, d'une famille normale. Pour reprendre les mots de Michel Rivard. Mais j'ai grandi à Laval, en fait. À 3 ans, je suis déménagé à Laval. J'ai grandi dans une place où, bonne chance pour avoir une vie adolescente active, parce qu'il ne se passait pas grand-chose. Oui, l'école secondaire. À Laval? Bien, pas à cette époque-là. Aujourd'hui, peut-être un peu plus. Mais on allait vite à Montréal. Là. OK. On allait vite. Puis moi, j'ai rapidement... Chamédé, Laval des Rapides? Non, Chamédé, Laval, oui. Okay. Puis, non, en fait, moi, j'ai rapidement adopté
le code souverainiste, là, j'étais très... j'avais la sacoche avec le drapeau du Québec. J'avais tout écrit la question du référendum de 80 sur ça. On chantait des chansons beau dommage. J'avais appris la guitare. C'était très peace and love, là, cette période-là. Oui. Mais c'est surtout la créativité que j'ai gardé de l'enfance. Dès très jeune, là, je nommais des noms d'une famille, par exemple, Strungbing, Lukranj, Vabruch, Minchtu. Ça, c'est les quatre premiers noms créatifs que j'ai nommés dans ma vie. Je ne sais pas si quelqu'un va avoir retenu les noms. Je les répète. Strungbing, Vabruch, Minchtu et Lukranj, qui sont des gens imaginaires, en fait, mais qui existaient pour vrai. J'avais nommé une famille, je ne sais plus pourquoi, papa, maman, frère, sœur. C'était juste dans ma tête, là. Je commençais à nommer des choses. Ça, c'était les futurs citoyens du Québec libre, de l'État québécois. Bien, peut-être, inconsciemment, mais en fait, tout ça pour dire que j'ai toujours voulu nommer des choses qui n'existent pas, en quelque part. J'ai écrit un dictionnaire avec des mots qui n'existent pas, avec des définitions qui n'existent pas, juste pour le plaisir de créer à partir de rien, finalement. Là. C'était ça qui montait. Qu'est-ce que je te dis? C'est ça qui arrivait. Wow. Mais je m'en suis quand même servi dans le cheminement en question. Parce que, bon, pour revenir à ta question de départ, le cheminement, je suis allé à l'université, j'ai fait un bac en histoire, une maîtrise en sciences des religions, mais en sortant de là, j'ai dit, OK, qu'est-ce que je fais avec ça? Il y avait le côté créatif qui était très fort, le côté intellectuel qui était là, mais je l'avais assez nourri pendant 6-7 ans à l'université. Oui. Et là, le côté créatif, en sortant de l'université autour des années 2000, il commençait à sortir. Puis il sortait à travers des textes, des sketchs, l'humour, des trucs comme ça. Fait que j'ai fait un peu de radio à CIBL à l'époque. J'ai travaillé avec Rachid Badouri à ses tout débuts, avant qu'il fasse les galas, mais même dans les premiers galas. Mais tu sais, je me cherchais en me disant, qu'est-ce que je fais avec cette folie-là? Parce que je voulais pas nécessairement aller en humour. C'était pas le stand-up comique qui m'intéressait. Tant que l'écriture puis l'absurdité un peu de... Écoute, j'essaie de faire le lien, là, le gars qui sort d'une maîtrise en... Sciences et religions. Sciences et religions, puis là, il sort de l'université. Où est-ce qu'il va avec ses skis? Bien, il est allé en Inde, dans certaines universités. Oh! Oui, parce qu'en fait, j'ai fait mon mémoire portait sur le roi Ashoka, qui est le roi de l'Empire Maurya, qui est mort en moins 230 quelques, moins 230 quelques. Fait que c'est très, 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 très loin de nous. Oui, puis, Ashoka. Ashoka, oui, mais qui est un roi extraordinaire. C'est lui qui a propagé le bouddhisme à l'intérieur du sous-continent indien, qui est un roi qui a fait la guerre, mais qui s'est aperçu du côté dramatique de la chose, puis qui a décidé... Dans quelle région de l'Inde? Parce que l'Inde, c'est grand. Là. Il était où? Il était dans le sud? Il était plus au nord de l'Inde, mais il a réussi à unifier plusieurs empires, parce que l'Inde, c'est les Indes. Hein? Il a réussi à unifier... puis c'est un des plus grands empires que l'Inde a connu avant les Mongols puis les Anglais. Mais tout ça pour dire que c'est un roi qui était très bon, finalement, qui a fait un grand acte de contrition parce qu'il a fait la guerre, puis là, il a vu les effets néfastes que ça donnait. Puis il a décidé de propager les préceptes bouddhiques avec des grands édits sur des stèles partout en Inde. Fait que moi, quand je suis sorti de ma maîtrise, j'ai dit, bien, je vais aller en Inde pour observer ce que j'ai étudié, bien qu'il n'y a plus grand-chose de son époque. C'est là, ça veut dire le bouddhisme. Ashoka, ça voulait dire bouddhisme, en quelque part. Puis tu étais en sciences et religions. Bien, Ashoka, c'est le nom du roi. Oui, je le sais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à la fois, tu étais fasciné par l'Inde, par un personnage indien, mais aussi peut-être aussi par le bouddhisme. Ou le bouddhisme, c'était juste... Bien, le phénomène religieux m'a beaucoup intéressé pendant quelques années, à savoir, notamment au Québec, tu sais. On a été très religieux, naturellement. Les églises étaient extrêmement importantes. Puis on pense que l'Église est disparue avec la Révolution tranquille. En fait, que le religieux est disparu avec la Révolution tranquille, quand c'est pas du tout vrai. Ça s'est juste transporté ailleurs. Fait que c'était de voir ces manifestations-là ailleurs dans notre société. Qu'est-ce qui nous reste de ça? Puis comment on a renouvelé ça? Fait que c'était ça aussi qui était intéressant, au-delà de juste l'aspect historique de ce roi-là, de cette époque-là, dans ce pays-là. OK, j'essaie de faire le lien. OK, toi tu avais exploré ça. Là, tu voulais voir concrètement là, dans quel univers ce roi-là avait œuvré. Qu'est-ce qui restait de ce monde-là? Un peu. Puis le rapport avec la société québécoise, c'était
Là, tu me parles du fait religieux. Oui, bien, c'est parce que pour faire une histoire courte, quand je suis rentré en sciences et religions, il faut que tu suives des cours de religion. Mon sujet, moi, portait plus sur une étude d'historiographie, mais bon, je suis passé par les sciences de religion pour avoir le directeur de maîtrise que je voulais avoir. Oui. Et là, bien, c'est sûr qu'on étudie plus que notre sujet, notre propre sujet d'étude. On va un peu plus vaste. Puis c'est là que j'ai rencontré le monde des religions, puis l'étudier un peu plus intellectuellement et non pas spirituellement avec le cœur. C'est autre chose. Non. OK. Mais tu sais, de découvrir un peu c'est quoi. Puis le pourquoi d'aller en Inde, oui, c'était pour un peu revoir ce que j'étudiais, mais plus par curiosité d'aller le plus loin de moi possible. Puis à chaque fois que je lisais sur l'Inde, c'était tellement loin de moi, à la fois dans la philosophie, dans la religion, dans l'histoire, dans tout ça. Puis en même temps, quand tu te retrouves là, bien, t'es pas si loin que ça, dans le fond. On est tous... c'est ça. J'allais te poser comme question. Ben, à quel point on se sent loin quand on est là-bas? Bien, on se sent à la fois très loin et très près, dans la mesure où on fait partie de tous la même humanité. Donc, on est capable de se connecter malgré les différences de la langue et de l'accent, des fois anglais, des Indiens que tu comprends pas tout le temps. Mais c'est certain que... en fait, c'est ce que j'ai compris là, c'est quand autant pour les nouveaux arrivants ici, souvent on les voit puis ils se regroupent ensemble, mais c'est un réflexe de survie. Quand tu es en voyage, loin de chez toi comme ça, puis qu'il n'y a rien qui te ressemble là, au niveau du visage, au niveau des traits, au niveau de la langue, au niveau de la bouffe, quand il n'y a rien du tout qui te ressemble, puis que tu vois des gens qui soient australiens, anglais, américains, peu importe, qui sont occidentaux. Ben oui, tu vas vers eux. Tu veux te rassembler parce que tu as l'instinct de protection, bien que je n'ai pas vécu du danger là-bas. Mais c'était l'aventure folle. Puis en même temps, si on veut toucher à la culture, bien, l'Inde, en culture, c'est une des rares sociétés qui a perduré à travers tous ces âges-là. Tu sais. Il n'y a pas eu de révolution comme en Chine, mais c'est ça qui est extraordinaire de voir aujourd'hui tout ce qui a perduré, tout ce qui est là, puis de quelle façon qu'on peut s'inspirer de ça ici, chez nous. Pour faire perdurer notre propre culture? Dans ce sens-là? Bien, pour la nourrir, en fait, je dirais. Pour se nourrir de ça, parce qu'on est dans ce monde-là, là, on sort un peu de tout ça, mais on est dans ce monde-là aujourd'hui où la société québécoise, on la re-questionne. Qui sommes-nous? Où allons-nous? Bien, qui sommes-nous? C'est les gens qui la construisent, cette culture-là, avec leur propre bagage. Fait qu'il n'y a pas des... Tu sais, quand on parle des vrais Québécois puis tout ça, mais ce sont tous... on est tous des vrais Québécois. Dès qu'on met le pied au Québec, qu'on accepte de vivre ici, on apporte, on nourrit. Nous, les Québécois de souche, là, on a un peu une problématique par rapport aux immigrants. Parce que nous, on a été colonisés, on a un réflexe de survie. Effectivement. OK? Puis quand des étrangers, OK, des gens qui viennent d'ailleurs, viennent s'implanter ici, on est un peu effrayés. On a ce réflexe de que nous aussi, on va se renfermer sur l'inconnu. C'est pour ça que je suis allé en Inde, pour affronter l'inconnu, pour arrêter d'avoir peur ou de ne pas connaître, pour au moins voir comment ça se passe là. OK. Puis, oui, il y a eu toutes ces découvertes-là, mais ce qui est merveilleux, puis là, je fais un petit détour comme ça, c'est que j'ai rencontré en Inde un Québécois qui habitait à 2 rues de chez nous à Montréal à cette époque-là. Ça, c'est vraiment, là, faut le faire. Bien, il faut le faire parce que lui a changé ma vie sans le savoir, parce qu'au retour, il m'avait parlé, CIBL, ça te tente dessus, je suis dans une émission, je cherche des chroniqueurs, puis c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la radio et que je me suis intéressé aux communications et à la radio. Et ce qui me sortait un peu je retourne dessus au doctorat, qu'est-ce que je fais, mais ça m'intéressait tellement que j'ai fait des cours à l'École Promédia avec ça. C'est là que j'ai rencontré ma femme. Après ça, j'ai fait de la radio. Puis je me suis ouvert un peu plus au monde des communications. OK. Quand tu as eu la possibilité de faire une émission à CIBL, tu as pris une formation pour pouvoir la faire? Bien, en fait, c'est pour m'ouvrir d'autres portes parce que j'aimais le média, mais en même temps, j'avais aucune formation. Puis de bien articuler, de bien parler, de bien construire les chroniques. Je voulais offrir quelque chose de bien, malgré que mon émission de l'époque, c'était extrêmement disjoncté. Là. Ça s'appelait Six saugrenus, puis j'allais dans tous les sens avec des sketchs qui n'avaient pas de bon sens. Je brisais des vinyles, puis ça explosait. Mais, mais tu sais, ça m'a ouvert plein de portes, mais en même temps, j'ai tout le temps un peu cherché où c'est je vais aller. Tu sais, ça me tentait pas d'aller faire de la radio à Val-d'Or pour commencer ma carrière, puis c'était pas ça. Pour aller à Radio-Canada. Pour finir peut-être à Radio-Canada, tu sais. Non, c'était pas tout à fait ça. Fait que c'est pour ça que j'ai tâté différentes choses en journalisme, en humour, pour arriver à qui je suis aujourd'hui.
Tu dis en humour, donc quoi, t'as donné des spectacles d'humour ou t'étais dans un groupe d'humour ou comment? Non, en fait, l'humour, c'est que j'y ai touché par la bande arrière avec notamment Rachid Badouri. OK. Et avec des capsules à une certaine époque qui s'appelait le ragoût de pâte. Ou... En fait, c'est quand... Si on me demande de faire une vidéo, Ouais. si on me demande de faire une chronique à la radio, c'est certain que ça va être en humour que je vais être le plus à l'aise. Ouais. C'est ça C'est ta qui tasse de thé, ça. Bien, c'est ma tasse de thé. Je vois toujours la vie d'un côté un peu plus sucré, givré, ou je ne sais pas. Il y a toujours une façon... puis je le fais en écriture quotidiennement. Là. J'écris des trucs au quotidien. Puis c'est ça qui monte la plupart du temps, c'est d'essayer de trouver l'angle différent qu'on ne voit pas pour soit nous surprendre, pour soit mieux apprécier la vie qu'on a parce qu'on est vraiment privilégié ici ou pour juste la Qu'est-ce rire. qui t'a donné cette espèce de façon de regarder? Es-tu capable Est-ce que ça s'explique pour toi, cette face? Comment ça se fait que toi, tu cherches tout le temps cet angle original, cette différence? Pourquoi toi, tu penses comme ça, tu crées comme ça, que c'est à travers ce regard-là que tu trouves la matière qui va t'allumer puis qui va te rendre... qui amène ta créativité, qui génère ta créativité, non? Est-ce que j'ai raison quand je dis ça? Je pourrais rendre le miroir à Stéphane Day, qui est un artiste que je respecte beaucoup. D'où ça vient tout ça? Je veux dire, moi, longtemps, j'ai l'impression que tout le monde était un peu comme moi. C'est-à-dire que tout le monde voit la vie avec tes yeux, avec ta perception. C'est en vieillissant qu'on se rend compte, OK, on a tous notre façon de voir la vie. Ouais. Des fois très rigide, des fois très noir et blanc, des fois en couleur. Moi, cette façon-là, plus je vieillis, plus je vois, OK, ça fait pas de moi quelqu'un d'extraordinaire, puis tout ça, ça fait quelqu'un de moi d'unique, parce qu'on est tous uniques, mais je suis comme ça. Je me pose pas la question pourquoi tout ça. En fait, c'est que je m'en abreuve, je m'en sers. Moi, ça me sert à être plus heureux dans la vie. Ouais. Parce qu'il y a toujours une façon détournée de voir les choses du bon côté, avec un sourire, en riant. Mais des fois, c'est dangereux parce que c'est à tout bout de champ. Tu sais, je vais tout le temps avoir le réflexe, puis je me rends compte que mes filles aussi ont commencé à développer ce réflexe-là, des fois que, OK, mais dis-le pas trop fort, là, ce que tu viens de penser, tu sais, parce que des fois, je fais du jogging, par exemple, avec ma fille, puis je dis, imagine, on dépasse la madame, puis on fait une petite jambette, tu sais. Niaiserie, là, que je ferais jamais, là, parce que c'est méchant, mais tout le temps, le réflexe de la gaffe ou de l'affaire que tu fais pas en public, l'affaire qui est épouvantable, que tu peux pas faire, là, mais moi, à pop, elle est tout le temps là. Okay. Fait qu'il faut que je la retienne. Des fois, je la travaille, puis je la publie, ou peu importe ce que je fais avec, mais la plupart du temps, je la retiens parce que c'est pas... tu fais pas ça, je vais me retrouver en prison. Tu fais pas ça, je vais me faire arrêter. Parce que c'est comme complètement fou. Tu sais, récemment, j'ai eu l'idée, pour te donner un exemple, j'ai eu l'idée de, hey, ça serait le fun de faire des vidéos. Puis là, je dévoile mon idée, mais ça serait le fun d'aller faire une vidéo, mettons, prendre une marche dans le bois avec Vincent Vallière. Et là, dans la vidéo, je prends une marche dans le bois avec Vincent Vallière. C'est tout. On parle pas. Il s'en vient, là, tu vas pouvoir Il s'en vient, mais j'aimerais ça, je vais lui proposer. Mais tout ce qu'on fait, c'est d'aller prendre une marche dans le bois. On parle pas, il n'y a pas de micro. On fait juste prendre une marche dans le bois pendant une minute, c'est ça la vidéo. Prendre une marche dans le bois avec Vincent Vallière. Fait que tu comprends. Après sans dire un mot. Sans dire un mot. Après ça, je crois pas. Après ça, je m'en vais prendre... T'es capable de faire ça? Bien, certainement. Après, je m'en vais visiter des musées avec Vincent, pas Vincent, mais avec Jean Leloup, par exemple. Là, je visite un musée avec Jean Leloup, mais on se dit rien. Pendant une minute, parce qu'en fait, là, je veux te dire pourquoi. Parce que je trouve, et là, je le fais, je suis ça, c'est que je trouve qu'on est dans une société qui parle beaucoup, 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 beaucoup. On ne s'écoute plus, on n'accepte pas le silence, on est mal à l'aise dans les silences. Tu sais, j'ai apporté la méditation dans ma vie, puis ça me permet de juste asseoir tout ça, calmer pas l'éteindre, mais juste calmer des fois cette énergie-là, puis ces pensées-là qui n'arrêtent pas de monter tout le temps. À un moment donné, ça fait du bien de juste laisser ça descendre pour apprécier le silence. Fait que c'est pour ça que c'était comme cette image-là de prendre une marche dans le bois avec Vincent Vallière, on se dit pas un mot. Je trouvais ça comme contemplatif, un peu. Puis juste un petit clin d'œil à toutes ces émissions de télé-là où on s'écoute parler, puis c'est donc bien intéressant. Qu'est-ce que tu as à dire? Comme en ce moment, tu sais, on se parle. Ben moi, je trouve ça drôlement intéressant. Ben oui, mais tu sais, oui, mais ça aurait pu être drôle de faire une entrevue pendant 30 minutes. On fait juste se regarder. On dit pas un mot. Je sais pas si l'émission aurait été suivie. Ben voilà, moi, c'est à ces genres de trucs-là que je pense, Stéphane. Fait qu'il y a des affaires que tu feras pas ça, là. Oui. Mais moi, j'adore ça, penser à ça. OK. Puis, les gens savent que forcément, on a un petit peu une pré-entrevue, on a jasé de choses. Puis là, tu m'as dit que ça fait 12 ans que tu écris un journal quotidien. Que tu écris une page
Une page? Tous les jours? Ouais, depuis 4418 jours précisément. Là, j'ai de l'air fou d'y penser, mais c'est parce que je l'ai calculé très récemment, c'est pour ça que je le sais. OK. Mais depuis le 25 juillet 2009, je me suis donné le défi d'écrire une page par jour dans un cahier, là, un cahier que tu achètes, peu importe. Manuscrite, pas à l'ordi. À manuscrite parce que l'ordinateur, tu peux l'oublier, tandis que le cahier, tu ne peux pas oublier. Il est là, tu l'apportes. L'as-tu dans tes poches? Non, non. OK. Mais quand Dans ta voiture, quand je peut-être? m'en vais en voyage ou je me déplace ou je dors pas à la maison, il est avec moi. J'ai pas manqué une seule journée en 12 ans. Pas une. Puis ça, Hey, à un moment donné, c'est fou raide. tu Oui, sais. C'est quelque chose c'est de pas impressionnant. capoté, là. ouais. Mais impressionnant, c'est... Oui, c'est impressionnant. De constance. Oui, la constance. Mais en fait, c'est un peu pour ça que je l'ai fait. C'est comme me lancer un défi parce que j'écrivais beaucoup, mais j'aimais pas la fréquence. Des fois, je pouvais passer 3 mois sans écrire. Puis j'étais comme, pourquoi tu te donnes pas au début, peut-être une fois par semaine, mais là, je me suis dit, non, une fois par jour, là, c'est clair, c'est direct, c'est ça. Puis en même temps, ça me permet, tu sais, c'est de l'écriture spontanée, là, dans le sens qu'il y a toutes sortes de trucs là-dedans. Oui, il y a la journée que j'ai passée, mais des fois, il y a des réflexions, il y a de l'humour, il y a toutes sortes de trucs. Puis il y a un regard sur moi-même que je porte. Ouais. Fait que, tu sais, je me connais quand même pas mal à travers ça. Je sais c'est quoi j'ai à travailler, c'est quoi mes talents, puis tout ça. Mais aussi, en même temps, je trouve ça drôle parce que je me questionne sur, OK, mais à quoi ça sert de faire ça? Pourquoi je le fais? Pour qui je le fais? Je le fais pour moi? Parce que moi, au départ, je me disais, à 70, 75, là, je me voyais me bercer puis commencer à lire ça, tu sais. Mais là, si je lis une page par jour, je commence tout de suite parce que j'en ai pour 12 Faut que ans. je me berce. J'ai 70 ans, là. Oui, mais en fait, c'est plus de se dire, je pense que je me lègue quelque chose de précieux pour plus tard, Je suis un gars un peu nostalgique, puis j'aime pas ça me l'avouer, là. Mais, tu sais, des fois, je gosse dans les années 80, puis tu sais, j'écris un texte en ce moment sur le réseau Mosaïque, justement, qui s'appelle « Tourne de bar », une chronique à chaque mois où je suis tout le temps des années 80, 81, 82, je revisite un journal de notre région. Oui, c'est ça, il faut en parler, ça, Ouais, de Je suis mosaïque. Là. Ouais. Les gens ne connaissent pas forcément ce que c'est. Non, Hein? c'est merveilleux, Je suis mosaïque, parce qu'en fait, on offre du contenu culturel sur ce qui se passe dans Vaudreuil-Dorion et autour. Soit avec des articles de journaux, il y a un agenda culturel qui est là-dedans, Ouais. il y a des vidéos, il y a des balados, il y a plein de bons contenus pour savoir qu'est-ce qui se passe culturellement parlant chez nous. Et moi, ben j'offre du contenu numérique, des fois des vidéos, des fois des balados et beaucoup de textes, des textes réguliers, soit que je rencontre des artistes qui s'appelle Un café, 5 questions. Et à la fin de cette rencontre-là, c'est les artistes qui m'envoient à mon prochain artiste. Donc, peut-être qu'un jour, les gens m'enverront vers toi. Ça, c'est le fun parce que je ne sais pas qui je rencontre, puis je rencontre des gens extraordinaires. Donc, c'est toi qui gères ça, Je suis mosaïque. Bien, je gère, en fait, plus tout ce qui est la section texte, un peu le contenu numérique, finalement. On est une équipe, je ne suis pas seul là-dedans, puis on essaie de donner un peu d'impulsion à ça pour que les gens se l'approprient, les gens le lisent. Parce qu'on parle des gens d'ici, c'est pour ça que le truc tourne de bar, la chronique tourne de bar, bien, on parle des gens qui étaient ici il y a 40 ans. Tu sais, je ne parle pas de l'actualité du journal en 1982, je vais chercher des affaires qui sont un peu quotidiennes, là, qu'on vivait à l'époque au quotidien, que monsieur un tel, il a dit à madame un tel, qui est allé se couper la moustache chez le barbier, puis c'est pas intéressant. Oui, c'est ça. Comment tu fais? Tu vas avec un microphone puis une caméra rencontrer des gens, puis tu les... En fait, Comment non, ça se je passe? suis confortablement assis chez moi OK. et la Ville a eu la brillante idée de numériser tous les journaux. On retrouve ça sur le site de la Ville, tous les journaux d'archives, que ce soit l'Étoile, première édition, le journal L'Écho à l'époque, ou le Courrier Express qui a duré 2-3 ans au début des années 80. Puis là, je suis stické sur ce journal-là depuis quelques temps. Mais ce sont des textes écrits que moi, je reprends, que je remâche, puis je dis un peu ce qui s'est passé dans ce journal-là, à ce moment-là. Soit qu'on parle de la rentrée, soit qu'on parle de... Mais c'est intéressant parce que c'est l'histoire quand même. Là. Ben, voilà. C'est l'histoire du territoire, puis qui on est, d'où on vient. Bien, c'est un peu ça, parce que moi, tu sais, j'ai mon background en histoire, je suis intéressé par l'histoire, et quand je peux mélanger l'histoire et la créativité, là, ça fait une explosion dans ma tête de saveur et de bonheur. Mais oui. Ça, c'est un but que j'aimerais atteindre, d'écrire un livre dans ma vie. Je me suis longtemps, puis là, je me le lance. OK. Oui, je vais écrire un livre. Ah, ben wow! Moi, je vais te lire avec grand... Oui, c'est ça. Je me prononce. Oui. Je ne sais pas encore lequel, mais il y a des idées. Ben non. Mais ça, pour moi, ça là. serait un accomplissement. Je trouve ça... à chaque fois que quelqu'un publie un livre, là, bravo, il y en a beaucoup.
Mais c'est un accomplissement autant dans le talent d'écrire, mais aussi dans le cheminement personnel que ça prend pour en arriver à accoucher d'un livre. Fait que c'est un beau défi à la hauteur. C'est un gros projet. C'est à la hauteur de ton journal. Bien, exactement, à la hauteur des 33 cahiers là, que j'ai écrits. Peut-être je pourrais faire un résumé des 33 cahiers. Et je peux, mais non, ça se fait pas. Mais non, mais... Je pense que ça risque d'être un peu difficile. Un peu. Mais c'est ça. Mais c'est quoi le but? Je veux dire, c'est une discipline. Mais qu'est-ce qu'on vit à travers un journal au quotidien? Ça, c'est intéressant. Mais pour moi, c'est un peu... à travers tous les textes que j'ai dans mon ordinateur, les vidéos, les photos, je t'en avais parlé, c'est un peu comme une soupape de créativité. C'est-à-dire que je me suis dit un jour... Je me rappelle, j'étais en appartement en 2002 à Montréal pendant les Jeux olympiques de Salt Lake City. J'étais assis dans ma chambre, j'étais en train de commencer à écrire des trucs un peu plus créatifs que des mémoires de maîtrise. Là. Ouais. Et là, c'est comme si je voulais me créer un univers dans lequel je pourrais, au fil des ans, les piger. C'est ça que c'est devenu. Des idées. Oui, puis c'est comme ça que mon émission à CIBL, Vie de vinyle, est née. C'est parce que... c'est ça que tu fais actuellement. Là. Entre autres, oui. Tu as une émission à CIBL. Oui, les dimanches midi à CIBL. Dimanche midi? Les dimanches midi, où c'est maintenant sur les réseaux sociaux, Spotify et autres. Ouais. Mais oui, ça, c'est une émission d'1 heure où je revisite de vieux vinyles oubliés que les gens n'ont même pas idée que ça existe. Les vinyles poussiéreux des fonds de tablette, des magasins, là, ben moi, je les ramasse, ceux qui ne veulent pas. Les gens ne veulent pas les acheter, puis sont tristes, ces vinyles-là. Moi, je les refais. Tu vas les chercher à l'Actuel. J'en ai acheté un aujourd'hui à l'Actuel, un disque du chœur soviétique en France. Le chœur soviétique, un disque des années 60. Okay. En fait, c'est que moi, pour moi, chaque vinyle a une histoire à raconter, a un vécu. Puis, tu sais, récemment, j'ai fait jouer un disque de Kiyu Sakamoto, qui est un Japonais que personne ne connaît. Non. Et lui, il a sorti un vinyle des années 60, mais tout ça pour dire qu'en faisant de la recherche pour parler de ce gars-là, bien, je découvre qu'il est malheureusement mort dans un accident d'avion en 85, qui était le plus grand accident d'avion de l'histoire de l'aviation, à part les... OK, mais le disque, il ne vivait pas ici, là. Ben oui, en fait, il a été très connu, une de ses chansons qui a été très connue ici. Mais tout ça pour dire que moi, c'est ça, je m'amuse à redonner vie à ces artistes-là, ou des disques, comment arrêter de fumer, comment caler l'orignal, tu sais, des affaires un peu comme MC Gilles. MC Gilles en fait jouer, en fait découvrir. Bien, moi, je reprends ce genre de disque-là, mais j'en fais du contenu avec ça pour raconter une histoire, pour faire des liens. Quelques sketchs, mais pas trop, tu sais. Mais c'est sûr que dans ma nature, il y a de l'humour parce que c'est comme ça que je vis. Mais vous irez écouter, vous me direz ce que vous en pensez. Avec grand plaisir. Oh, ça n'a pas de bon sens. C'est déjà la fin! Bien, je sais. Bien, ça passe vite, hein? Oh, ça n'a pas de bon sens. Ben oui, il y aurait eu encore énormément de choses dont on aurait pu parler. Mesdames et messieurs, comme d'habitude, on a des moments exceptionnels. Coudonc, j'espère que vous revenez toutes les semaines, que vous venez profiter du bonheur qu'on a d'échanger avec des animés comme Patrick ici. Alors, écoutez, je vous invite à venir nous retrouver la semaine prochaine. Je pense qu'on va être encore dans le jardin ici, de la maison Félix-Leclerc. Puis, c'est un lieu merveilleux. On dirait que ça allume mes invités d'une façon particulière. Alors, merci d'être avec nous et revenez nous voir la semaine prochaine. Alors, à très bientôt. Au revoir. C'est vraiment